ma vie a changé en 24 heures. Avant de passer mon bac, j'ai fait 1 million de vues sur une vidéo. Je suis passé de genre être son père à rentrer dans le bus et genre les regards. Faut t'imaginer, moi je suis un nerd de base, mes cheveux longs, mon bandana et tout, je suis un puant. Et d'un coup genre, je vois tout le monde qui se retourne et qui me regarde, ils ont vu ma vidéo. Et ils me demandent des photos et tout, genre le lendemain, tu vois. Franchement, je pensais sortir ça et faire genre 20 000 vues. J'ai sorti la vidéo, tu connais le discours, elle a fait 1 million de vues. Oh, il y a un truc, il se passe quelque chose, ok. Je suis l'homme des dates, bonjour. Et j'ai fait que des dates pendant 1 an. Plus je sors de vidéos, plus je perds de l'argent. Une vidéo à produire pour ma chaîne principale coûte entre 5 et 6 000 euros. Tu te dis, ok, comment tu fais? Demain, on a un tournage à 5 000 euros. S'il y a 3 personnes qui viennent, je perds juste l'argent. Tellement de trucs où j'ai fait de la merde. Mais en même temps, on m'a mis des coups comme ça pour apprendre. On m'a dit, tu vas apprendre, tu es fou. Attends. Que font les youtubeurs aux States? Ah non, pardon, c'est pas ça, excuse-moi. Qui revue du wow, amazing, what the fuck, bro? Et c'est ça pendant 2 minutes. Donc demain, on me dit j'ai l'occasion d'offrir un tank à un humain. Je peux offrir un tank à un humain, moi ça me fait plaisir. T'as mis un vent en mastu. J'ai mis un vent en mastu sans faire exprès. Tu t'en bats les couilles de la vie des gens. Tout le monde va te dire, mec, c'est nul ce que tu fais, tu vois. Ou alors ils vont dire, ah, c'est bien les 2 premiers jours, puis après, quand ils vont voir que tu ne participes plus à leur soirée, ils vont dire, bon, c'est bien, mais viens quand même. Deuxième podcast, le premier a plutôt bien marché, merci à ceux qui l'ont regardé, et du coup deuxième podcast. On change un petit peu, il y a 2 caméras, j'espère que ça sera pas mal. Donc il y en a vraiment une qui focus sur toi. C'est vrai, vous verrez toutes mes expressions là, si je suis mal à l'aise, avec plaisir. Eh ben on peut commencer directement. Est-ce que tu peux un petit peu me décrire ton parcours, comment t'en es arrivé à là où t'en es aujourd'hui, et globalement, sans forcément rentrer dans les détails, parce qu'on va le faire après, qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui? Bien sûr. Alors en vrai, je reviens de loin, très loin. J'ai commencé en 2013, j'avais 13 ans du coup. Ça fait 10 ans. Ça fait... Waouh. Enchanté, ça fait 10 ans. Je viens de le réaliser là. Ça fait 10 ans, j'ai commencé avec des vidéos Minecraft. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je savais même pas. Ça fonctionnait pas, voilà, faut savoir, ça fonctionnait pas du tout. Après, globalement, quand t'as 13 ans, que tu lances une caméra et que tu filmes, il y a peu de chances que ça marche, je vais pas te mentir. Il y a un moment donné, il faut vraiment genre prendre de l'expérience, il faut step up quoi, il faut grind, comme dans un jeu vidéo, tu vois, tu dois level up. Je suis commencé level 0. J'étais tout seul dans mon petit patelin en Suisse comme ça, donc on faisait ce qu'on pouvait, j'avais personne pour me coach, donc j'ai un peu essayé plein de trucs. Pendant 4 ans, ça n'a pas fonctionné, je pense que pendant 4 ans, le max de vues que j'ai fait, c'était 40 vues. Mais tu faisais quand même. Mais je sortais 3 vidéos par semaine. Ah oui, donc ouais, ok, tu charbonnais quand même. Bah, en vrai, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, et genre, on se rend peut-être pas forcément compte, mais genre à l'époque, même 50 vues, c'était yamb. Ah ouais, c'est vrai. Bah c'était bien, genre tu te dis, enfin, aujourd'hui, genre t'es en mode, mais 50 vues, frère, même tu drops n'importe quel TikTok, il fait 50 vues, tu vois. À l'époque, genre 50 vues YouTube, t'étais en mode, oh, il y a 50 personnes qui ont regardé et tout. Genre, je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu un peu la notion de la quantité de vues qu'on peut faire, mais ouais, non, c'était trop bien. Enfin, non, c'était horrible, mais genre, c'était... Ah, c'était l'époque. C'était l'époque, quoi. Voilà, j'ai un peu un truc un peu nostalgique de cette époque-là, où genre, c'était si simple et le but, c'était juste de prendre une caméra, filmer et kiffer. Aujourd'hui, c'est ça, mais genre, t'as tellement plus d'enjeux, tellement plus de moyens qui sont investis dedans aussi, et c'est plus la même ambiance, mais c'est aussi très cool, hein, bien sûr. Enfin, c'est juste devenu quoi. En fait, c'est devenu un vrai métier, alors qu'avant, moi, c'était vraiment juste une passion, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, donc j'ai commencé en 2013, on a fait des vidéos pendant 4 ans plutôt basiques, et à un moment donné, je me suis dit, frérot, il faut que tu arrêtes les vidéos Minecraft. Ça y est, à un moment donné, il faut arrêter. J'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas pour la plupart. Pendant 1 an, j'ai essayé plein de formats un peu différents, jusqu'à un jour où j'ai fait un thread horreur. Parce que j'aimais bien raconter des histoires comme ça. Et je me suis dit, autant en raconter une sur YouTube. J'avais jamais raconté d'histoire sur YouTube, moi je faisais juste des jeux vidéo de base. Je voulais vraiment être un youtubeur genre gaming, tu vois. Un peu comme beaucoup à l'époque là. Exactement, en vrai à l'époque c'était vraiment la hype. Genre t'avais Cyprien Gaming à l'époque. Ouais. Et genre tout le monde suivait ça, tout le monde était un peu à fond dans le truc et tout, c'était assez drôle. Et genre moi je voulais faire pareil, vraiment, genre j'étais trop fan, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me suivra un peu dans mon parcours plus tard, où un de mes goals c'était genre d'avoir un studio à Webedia et d'être avec les gros créateurs et tout ça. Et donc bref, j'ai lancé une histoire d'horreur, la vidéo a fait 1 million de vues. Ah oui. Le max de vues à ce moment-là, c'était genre 100 vues sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment genre, j'ai fait waouh. Mais après, en même temps, j'ai envie de te dire, au bout de 4 ans, t'es en mode waouh. Enfin, mais waouh, tu vois ce que je veux dire, genre en vrai... Lycée sur 4 ans, ça récupère les autres vidéos quoi. Exactement, ouais, exactement, et surtout genre, t'as ce truc où genre pendant 4 ans, j'étais un peu genre, j'étais un peu seul, tu vois, genre quand tu fais des vidéos pendant 4 ans et que t'as toute ta mif qui te regarde, et genre franchement les 50 vues, mec, c'était genre mes potes, tu vois, et 2 ou 3 randoms qui me suivaient sur internet, mais genre, c'était pas vraiment... Genre c'était pas, je rapportais pas d'argent, tu vois, quand tu fais 50 vues sur YouTube, tu fais 2 € peut-être, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et moi vraiment c'était mon goal, moi je voulais être youtubeur plus tard, tu vois, je voulais vraiment vivre de ça. Et genre t'as toute ta mif qui est derrière et qui te dit, mais mec, ce que tu fais, ça sert à rien. Tu vois, vraiment, c'est useless, trouve-toi un vrai travail. J'extrapole évidemment, toute ma mif n'était pas comme ça, au contraire, genre ils étaient un peu derrière moi et tout. Mais en vrai,
ils étaient derrière moi pour me faire plaisir, mais le fond de leur pensée, c'était quand même, mec, à un moment donné, il faut que tu trouves un taf, tu vois, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos Minecraft. Heureusement, j'avais la chance que je faisais des études en même temps de faire mes vidéos, donc je pouvais un peu tank. De ce côté-là, j'étais en mode, t'inquiète, non, je fais ça à côté, je fais des études, t'inquiète. Mais à un moment donné, il fallait que, genre, à la fin de mes études, j'ai un truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, du concret, quoi. Et j'ai eu la chance de ouf parce que une année avant de passer mon bac, bah, j'ai fait 1 million de vues sur une vidéo. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai pas pu vivre de ça directement, mais genre, il y a eu un engouement. Mec, je suis passé de genre être son père à rentrer dans le bus de l'école le lendemain. Et genre, les regards. Vraiment, faut t'imaginer, moi je suis un nerd de base. Et surtout à ce moment-là, je suis vraiment un gros nerd avec mes cheveux longs, mon bandana et tout. Je suis un puant. Je suis là, je joue à des jeux vidéo toute la journée, d'accord? Et vraiment, j'arrive dans le bus. Et je suis comme ça, genre état de nerd, genre de base sur mon téléphone. Et d'un coup, genre, je vois tout. Franchement, c'était un bus genre d'école, tu vois. Donc vraiment avec toutes des lycées, des collèges, etc. Je vois tout le monde qui se retourne et qui me regarde. Et là, je suis en mode, ils ont vu ma vidéo. Tout le monde, 1 million. Ils ont vu ma vidéo. Et genre, aujourd'hui, 1 million de vues, genre, c'est hyper bien. Mais je pense pas que tout le monde se retourne, tu vois. À l'époque, 1 million de vues sur YouTube, à l'époque où j'ai percé, c'était genre en 2018. En vrai, il y avait un peu plus de valeur que maintenant. Genre vraiment, les gens, quand tu faisais 1 million de vues, ça faisait c'était un peu un event, surtout de mon petit patelin. Genre vraiment, mec, il y avait genre, je pense, 400 personnes dans mon village, tu vois. Genre, c'est tout petit. Aujourd'hui, 1 million, c'est un peu plus normalisé, quoi. Exactement, ouais. C'est différent. Et bah, t'as tout le monde qui se retourne. Et là, j'étais en mode, mais what the fuck? Et ils me demandent des photos et tout, genre le lendemain, tu vois. Et je suis là, mais ma vie a changé en 24 heures. Et genre, je suis trop content, tu vois, mais en même temps, je suis un peu en mode, waouh, c'est arrivé hyper vite et tout. Et voilà, et de fil en aiguille, ben, du coup, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai continué à faire des histoires d'horreur et à raconter des histoires parce que, en vrai, mine de rien, même si c'était un peu hasard, j'ai kiffé. Franchement, c'était trop bien, c'était cool. Et j'ai fini par tester, genre, quelques années plus tard, d'autres formats aussi, avec un peu plus de budget, du coup, parce que, au fil des années, j'ai pu amasser un peu de trésorerie et réinvestir dans des concepts un peu plus gros. Et voilà, hein, plus tard, je suis arrivé à Webedia, du coup. Le petit goal que j'avais quand j'étais petit. C'était pas aussi bien que ce que je pensais, en vrai de vrai, mais c'était quand même très cool. Voilà, puis aujourd'hui on est là et on fait ce qu'on peut. Bah écoute, trop bien. Et du coup, donc tu parlais des threads d'horreur, c'est ça qui t'a fait vraiment péter d'un coup entre le contenu vraiment Minecraft et threads d'horreur. Comment t'es venu l'idée de te mettre un petit peu sur ce créneau-là? Alors tu nous as dit que ça t'est venu un petit peu comme ça. En vrai, est-ce que t'as peut-être un peu plus de détails? c'est une grave bonne question. En vrai, je pense que c'est un peu de la... Je vais pas te mentir, je pense que c'est un peu de la chance. Après, est-ce que la chance, on l'a pas créée quand ça fait 4 ans qu'on travaille 3 vidéos par semaine, peut-être. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment genre... J'étais dans une phase où je pense que j'ai tout essayé. Genre vraiment, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des sketchs. En fait, tout essayé. J'ai fait tout ce qui se faisait à l'époque. Tu vois, genre, j'ai fait un podcast sur les profs, d'accord? Je fais partie de ce genre de personnes. Ça a fait 30 vues. Mais vraiment, genre, j'ai essayé un peu plein de formats et... Alors, franchement, c'est hyper nul comme anecdote, mais genre, mon daron m'a dit, mec, il m'a pas dit mec, mais il m'a dit, Noah, fils, tu racontes trop bien des histoires. J'ai fait, ah, ok, bah, je vais en raconter une. Et je suis tombé sur une histoire d'un challenge un peu flippant et tout sur YouTube. J'ai raconté une histoire qu'il y avait derrière ça et genre, ça a pris d'un coup et j'étais un peu là au bon moment, au bon endroit parce qu'en même temps, il y avait une hype qui commençait à naître sur ce challenge-là un peu d'horreur. Et c'est ça un peu qui a fait démarrer ma chaîne YouTube. Après, en vrai de vrai, genre, il y en a eu plein d'autres, enfin ça c'était vraiment genre le déclencheur et ensuite il a fallu rebondir chaque mois avec peut-être d'autres histoires d'horreur, d'autres tendances horreur et pour essayer de créer un petit noyau, une petite communauté, un petit truc derrière quoi. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses, alors sans dire que tu es le précurseur par excellence, mais est-ce que tu penses que par rapport à ce thème-là de vidéo, tu es un petit peu, enfin tu fais partie des précurseurs? Moi je sais que je t'ai connu grâce à ça et les threads d'horreur, je t'ai connu toi avant Squeezie notamment, mais même d'autres. Est-ce que tu penses, tu fais partie un petit peu de ces précurseurs pour ce style-là? J'aurais bien aimé, mais j'aurais jamais la prétention de dire ça. Je pense que, en vrai, il y a eu une espèce de... Il y a un moment donné où genre tous nos cerveaux se sont connectés et on a tous commencé à faire des threads d'horreur en même temps, mais je pense pas que genre il y a eu un précurseur particulièrement, parce que genre, je sais que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos horreur, il y avait déjà des gens qui faisaient des vidéos horreur, mais je ne savais pas. Par exemple, Feldup, il faisait déjà des vidéos d'horreur à ce moment-là. Moi, je ne savais pas, genre, ouais. Mais Squeezie faisait déjà des threads d'horreur à ce moment-là. Je le savais. Mais c'était tout. Enfin, genre, à l'époque, en vrai, les seules personnes qui racontaient un peu des histoires flippantes, il y avait Squeezie. Et je crois que c'est tout. D'ailleurs, on m'a beaucoup comparé à lui. À juste titre, en vrai. Hein, on a vraiment créé le même contenu au même moment. Mais non, je pense pas que j'étais un précurseur. Je pense qu'on a juste eu la même idée au même moment. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peut-être vu à quel point ça a pu marcher chez moi et chez plein d'autres personnes, tu vois, en même temps. Ils se sont dit, ah putain, c'est trop bien comme filon et on va le prendre aussi, tu vois. Mais je pense pas que c'est... Enfin, je pense pas que j'ai initié quoi que ce soit, c'était vraiment genre j'ai juste rejoint une tendance qui s'est lancée à ce moment-là, tu vois. On va revenir sur ce thread d'horreur un petit peu après parce que t'en as fait beaucoup au début, mais aujourd'hui c'est plus forcément ce que tu fais. Justement, t'en refais de plus en plus, je le sais bien, mais sur ta chaîne principale notamment, jusqu'à il y a quelques temps, principalement tu faisais un autre contenu. T'as commencé le 23 juillet 2022, très précisément, et donc tu prends un virage qui est complètement différent du thread d'horreur.
puisque tu te diriges vers quelque chose qui est plus un peu date, un peu plus IRL, moins raconté, moins horreur, vraiment un virage complètement différent. Tu sors cette vidéo, donc la première notamment c'est Date 5 filles à l'aveugle, qui cumule aujourd'hui plus de 2,2 millions de vues, donc ce qui est très bien. Je sais pas si elle avait pété autant au début. Pourquoi en fait avoir choisi de prendre ce virage-là, à ce moment-là, sur ce thème-là? Alors, en vrai, mec, la réponse à ta question, elle est un peu deep. J'ai fait un burn-out, pour être complètement honnête avec toi, j'ai fait un burn-out plus ou moins dans ces eaux-là. J'avais quelques vidéos d'avance, donc en vrai, les abonnés n'ont rien remarqué. Je crois que je l'ai jamais dit, ou je l'ai peut-être vite fait aborder comme ça sur les réseaux, mais je les ai jamais vraiment dit en détail. J'ai fait un burn-out à ce moment-là, autour de cet été. Et juste, j'en pouvais plus. En vrai, pendant genre 3 ans, j'ai raconté des histoires d'horreur non-stop, matin, midi, soir. J'ai écrit des histoires d'horreur, j'ai monté des histoires d'horreur. Mec, j'en pouvais plus. Vraiment, je vais pas te mentir, vraiment, mon cerveau pensait histoire d'horreur, mangeait histoire d'horreur. C'était matin et soir. Ben oui, et c'était assez pesant, et surtout, genre, j'étais arrivé à un stade où j'arrivais plus à me renouveler, je trouvais plus quelle histoire raconter, j'avais plus cette envie en fait, vraiment de raconter des trucs, et j'étais dans une boucle où genre je sais que mes abonnés ils voulaient voir uniquement ça, mais moi genre d'un côté bah, je voulais faire plaisir à mes abonnés, mais d'un autre côté j'étais en mode ah, je n'ai plus envie de raconter des histoires d'horreur, j'en ai fait 450, j'ai exploré toute la toile, tu vois. Et heureusement aujourd'hui l'envie de raconter des histoires est revenue depuis longtemps, donc c'était qu'une phase en vrai de vrai. Mais c'est vrai que non, j'en pouvais plus et je me suis dit mais je vais prendre un virage complètement opposé. Mon raisonnement était plutôt simple, j'ai fait ok, quel concept n'a jamais été importé en France et a cartonné aux États-Unis? J'ai regardé un peu partout. J'ai vu qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Jubilee, pour être complètement honnête, qui produit des contenus de dating. Donc une chaîne américaine. Exactement, ouais. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce qu'ils font, il faut qu'on l'importe en France et il faut qu'on refasse un peu à notre sauce ce qu'on fait là. Eux, leur concept, c'est vraiment genre, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de youtubeur en fait derrière, c'est vraiment un média en fait, globalement. C'est un média qui crée des émissions de dating. Et je me suis dit, mais en partant sur la base de ce média-là, on pourrait réussir à recréer un truc à notre sauce en France avec un jury qui réagit, avec des prétendants, des prétendantes. Et ça n'a rien à voir avec les threads d'horreur. Donc moi, franchement, je pensais sortir ça et faire genre 20 000 vues, pour être honnête avec toi. Ça, les flops, quoi. Exactement, ce qui sont des performances moyennes, sachant qu'à l'époque, je faisais genre 200 000 vues par vidéo, tu vois. J'ai sorti la vidéo, tu connais le discours, elle a fait 1 million de vues. Donc là, quand j'ai dit 2,5, 2,2 à l'heure actuelle, elle avait déjà fait une grosse partie de ses vues. Exactement, elle a fait 1 million de vues en une semaine. Là, moi, genre, j'ai eu le même feeling que quand, genre, 4 ans plus tôt, j'ai fait 1 million de vues sur mon premier thread d'horreur. Je me suis dit, waouh! Oh, il y a un truc, il se passe quelque chose. Ok, je suis l'homme des dates. Bonjour. Et j'ai fait que des dates pendant 1 an. Non, mais enfin, globalement, c'est ça un peu ce qui s'est passé. Ça a super bien marché. Je me suis dit, ok, c'est ma solution de sortir de ce burn-out et de se dire, ok, là j'ai un nouveau filon, ça me fait kiffer en plus. Genre, j'avais jamais fait des vidéos IRL où vraiment j'étais avec un jury, avec mes potes. Et genre, c'était l'occasion aussi de faire taffer des gens que je connais, tu vois, qui ont un talent de fou, genre dans la prod. Et parce qu'on se rend pas compte, mais en vrai, derrière une vidéo comme ça, il y a pas mal de monde qui travaille. Et bah, quand tu fais des threads d'horreur, t'as pas besoin d'employer des gens. Tu mets juste une caméra, un micro et c'est réglé, tu vois. Là, j'avais vraiment l'occasion d'un coup d'employer des gens et de faire une petite équipe autour de moi. Et vraiment, c'était une aventure de fou, quoi. En fait, je voulais juste sortir de ce burn-out et essayer de trouver un truc auquel je peux me raccrocher qui ne sont pas des histoires d'horreur. Donc j'ai tenté ça et heureusement ça a fonctionné, quoi. Donc ça t'a permis de sortir de ce burn-out justement. En effet, et en même temps de proposer autre chose que des threads d'horreur sur ma chaîne principale. Ok, trop cool. Et du coup, bah, j'en profite pour rebondir, c'était ma question d'après. Tu l'as un peu pré-shot. Mais comme tu l'as dit, là, on est sur des vidéos qui, du coup, sont pas des threads d'horreur. Je pense que même si on n'est pas dans le milieu, on peut se rendre compte que la différence de taf entre une vidéo date et des threads d'horreur n'est pas la même, que ce soit en termes d'organisation, de gens qui adhèrent, etc. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pour les gens comment, en fait, se passe une vidéo de ce calibre-là, de A à Z? Peut-être éventuellement parler des coûts sans préciser, voilà. Aucun problème. Mais parce que voilà, les gens ont tendance, des fois, et moi le premier, quand je me pose devant une vidéo, bien que je suis dans le milieu, à juste me poser, profiter et pas me dire ouais ça a coûté une blinde, il y a tant de personnes derrière. Bah, je suis venu à ton dernier tournage il y a 3 semaines, il y a plein de monde derrière la caméra qu'on se doute pas. Est-ce que tu peux un peu voilà, expliquer les gens avec grand plaisir. Je suis tombé il y a pas longtemps sur un commentaire d'une de mes vidéos sur YouTube. Ça m'a fait un peu rire et en même temps je t'avoue que ça m'a fait un peu mal. Le commentaire c'était, et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure j'aborde ça, le commentaire c'était « Mec, j'en peux plus, tu sors trop de vidéos, tu fais des vidéos pour l'argent. » Et genre j'ai lu le commentaire et j'ai fait... Dans ma tête, le raisonnement, ça a été plus je sors de vidéos, plus je perds de l'argent actuellement. Donc c'est littéralement le raisonnement inverse. Et ça m'a fait un peu mal parce que je savais que genre ce commentaire-là, c'est très certainement ce que pensent la plupart des gens en voyant mes vidéos. Quand je sors beaucoup de vidéos, la plupart peuvent se dire « Ok, il sort beaucoup de vidéos parce qu'il veut se faire de l'argent en ce moment-là. » Une vidéo à produire pour ma chaîne principale coûte entre 5 et 6 000 euros, la vidéo. C'est pas mal, sachant qu'une vidéo qui fait genre 200 000 vues, sans opération sponsorisée, me rapporte genre 400 euros. Donc je perds 5 000 euros par vidéo, s'il n'y a pas d'OP bien sûr. S'il y a une OP, on perd pas d'argent.
à l'équilibre. On ne gagne pas forcément d'argent, mais on n'en perd pas. Donc je peux payer tout le monde, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, et en vrai je suis trop content, genre ça fait plein de vues, on me reconnaît dans la rue, etc. C'est trop cool. Mais une vidéo là en l'état, sur ma chaîne principale, une vidéo concept comme ça, ne me rapporte in fine pas d'argent, sauf si elle fait genre 1 million ou 2 millions de vues. À ce moment-là, en effet, il y a une rentabilité qui se met en place, c'est trop bien, c'est trop cool, tu vois. Mais si elle fait genre 200 ou 300 000 vues, comme la plupart de mes vidéos actuellement, malheureusement non, ça me rapporte pas d'argent. Et plus j'en sors, plus je fais juste rien, je gagne pas plus d'argent qu'avant, tu vois. Heureusement, j'en perds pas, juste j'en gagne pas forcément, quoi. C'est vrai qu'en vrai, le process de création derrière une vidéo, pour répondre à ta question, il est très différent d'un thread. Un thread, c'est vraiment genre, on pense à l'idée, on va se pencher sur l'écriture pendant quelques jours, on tourne la vidéo, basta. Derrière le thread, il y aura genre 3 personnes peut-être qui auront bossé dessus, ce qui est déjà énorme en vrai. Ça fait une rédac, ça fait un monteur et ça fait moi, donc c'est cool, tu vois. Derrière une vidéo concept comme ça, je pense qu'in fine, il y a 11-12 personnes qui ont bossé dessus. Quand tu mets en place, enfin quand tu comptes l'équipe de prod, quand tu comptes les ingé-sons, quand tu comptes les monteurs, ou le monteur en l'occurrence, quand tu comptes le casting, quand tu comptes la chargée de prod, bref, il y a toute une équipe derrière qui doit être mise en place pour pouvoir faire en sorte que le tournage se passe bien. Et surtout que moi derrière, genre, je meurs pas en fait, parce que c'est impossible de faire ce taf tout seul. Il faut qu'il y ait, typiquement les cadreurs, il y a genre 4 caméras généralement dans un tournage comme ça. Il faut les louer, parce qu'on a malheureusement pas encore le budget pour acheter 4 caméras, ça aurait été cool mais non. Il y a généralement 9 micros, pour qu'on entende bien le son de tout le monde. 9 micros HF, pareil, il faut les louer, c'est des matos qui coûtent plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Et donc voilà, la répartition, c'est vraiment quelques milliers d'euros dans le matos, quelques milliers d'euros dans les gens qui sont sur place, notamment les cadreurs, les ingé-sons, la chargée de prod et la personne qui va gérer le casting, parce que, mine de rien, c'est une grosse partie de la pré-prod aussi, de prévoir qui va arriver sur place. Mais qu'on s'est retrouvé, j'ai 1 milliard d'anecdotes dans ce domaine-là, mais on s'est retrouvé parfois la veille des tournages à avoir genre 3 personnes sur 15 qui ont confirmé leur présence, tu vois, et t'es là, t'es la veille, et tu te dis, ok, comment tu fais? Là, demain, on a un tournage à 5 000 €, s'il y a 3 personnes qui viennent, je perds juste l'argent, parce que je peux pas annuler last moment, les devis sont signés, et il faut que les gens viennent, quoi. Donc ouais, non, en vrai, c'est bien plus complexe, et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais après, c'est une aventure complètement différente, et moi, je la kiffe tout autant que faire des threads d'horreur, tu vois, c'est vraiment, c'est juste une aventure entrepreneuriale un peu différente, quoi. C'est 2 choses différentes, mais qui te plaisent carrément. Pour récapituler le process, généralement, ce qu'on fait, c'est que je me pose avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mehdi Florian, et qui réfléchit sur la plupart des concepts avec moi. Et on se dit, ok, qu'est-ce qui peut faire réagir les gens? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'adore faire sur YouTube, c'est faire des concepts où les gens, quand ils tombent dessus, se disent, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Typiquement, il y a un mois, on a tourné une vidéo où c'est un père qui va choisir un prétendant pour sa fille. Les 5 mecs en face de lui sont des mecs vraiment bien baraques, torse nu. Et là, je me dis, je pense que si demain quelqu'un tombe sur un TikTok où il y a 5 mecs torse nu devant le daron d'une fille, ils vont se dire, what the fuck? Et je suis content, parce que moi, à la fin de la journée, ce que je veux, c'est juste que les gens se disent « what the fuck », c'est fou ce qu'ils font, tu vois. Et peu importe si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, enfin j'espère quand même que les gens passent un bon moment en regardant la vidéo, mais le but c'est que vraiment les gens ils voient ça et qu'ils se disent « mais c'est des malades, les gens qui font ces vidéos », tu vois, genre ils imaginent des concepts qui n'ont aucun sens. Et voilà, et ensuite j'appelle ma chargée de prod, je lui dis « ok, on a tant de budget, sinon on n'est pas rentable, essaie de voir si tu peux deal avec ça », et on envoie tout, quoi. Et généralement, on est toujours un petit peu ric-rac au niveau du timing, au niveau du budget, mais on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte, mais genre, quand t'es un youtubeur et que tu fais genre 1 million de vues par vidéo, généralement, je pense que ça va, tu vois, en termes de budget. Quand tu fais 200, 300 000 vues par vidéo, c'est vite beaucoup plus compliqué. T'es vite dépendant des OP, t'es vite dépendant des marques. Et pour produire ce genre de contenu-là, si je faisais des threads sur ma chaîne principale, ce serait pas le cas, évidemment. Mais pour ce genre de contenu qui est peut-être un peu plus produit, sans opération sponsorisée, encore une fois, là, je perds des milliers d'euros par vidéo, tu vois. Donc, y a vite une pression qui se met en place et on essaie de deal avec ça comme on peut, quoi. Avant d'aller à la suite, là je suis un peu à la moitié de mes questions, je vais te proposer un petit jeu. C'est un petit jeu un peu comme Hugo Décryptifié. C'est vraiment genre des questions assez basiques et le but du jeu c'est que tu y répondes pas forcément par oui ou par non, mais en gros le plus, sans réfléchir, le plus fast, sans argumenter. Et puis si tu veux, s'il y a une question qui te plaît, après on pourra en récupérer une de toutes celles que j'ai listées pour en argumenter. T'es prêt? Alors, est-ce que tu es heureux professionnellement? Oui. Est-ce que tu es heureux personnellement? Oui. Selon toi, YouTube n'est plus pareil qu'à l'époque? Ah oui, clairement. Est-ce que tu as peur des IA dans ton secteur d'activité? Non, au contraire. Est-ce que tu as atteint la majorité de tes objectifs sur 2023? Pas du tout, mais on est en bonne voie. Ok. Il reste 2 mois. Il reste 2 mois. Mais on est en bonne voie. Est-ce que tu penses qu'un jour tu arrêteras complètement YouTube ou la création de contenu? Non, jamais. Si j'ai l'occasion de rester, je reste toujours. Si tu pouvais repartir de zéro, referais-tu les choses de la même manière à 100%? Non. Non, il y aurait pas mal de changements. Est-ce que tu as parfois peur de tes propres threads d'horreur? Ouais. Est-ce que YouTube, c'est un métier compliqué? Ou le monde de la création de contenu? La question elle est compliquée. Si je réponds oui, je passe pour un mec qui se plaint pour rien, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 6 h du matin et qui font des vrais travails, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une petite boîte de prod à gérer, donc
Je dirais oui et non. C'est comme ça, quoi. C'est un peu compliqué, mais il y a des gens qui font des tafs bien plus compliqués que nous. Ok. Est-ce que selon toi, être créateur de contenu veut automatiquement dire que tu es également entrepreneur? Non, pas forcément. Toujours selon toi, est-ce que le secteur de la création de contenu est saturé? Ça dépend sur quelle plateforme. Et dernière question, est-ce que tu passes un bon moment dans ce podcast? Je passe un très bon moment. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu veux éventuellement argumenter plus en détail avant qu'on passe à la suite? Tu peux les relire si tu veux. Ouais, mais je me souviens plus des questions. Donc du coup, tu voudrais argumenter un petit peu sur si tu veux repartir de zéro, pourquoi tu ne referais pas les choses 100% de la même manière? Il y a tellement de trucs il y a tellement de trucs où j'ai fait de la merde. Mais je pense que c'est aussi genre, t'as des chemins différents, t'as des gens qui font un parcours complètement parfait. Genre, en vrai, je sais pas, je peux citer des blazes random, mais genre tu sors un Mastu, tu sors peut-être même un Inoxtag, tu vois, ou même un Squeezie, où genre t'as leur parcours, tu le regardes de loin, tu vois, ou même moi en tant que viewer, parce que de base je suis vraiment un viewer, je kiffe consommer du contenu sur YouTube, je regarde le parcours qu'ils ont et je me dis putain mais comment ils font pour faire aucune erreur? Genre tu regardes, alors évidemment je pense qu'en interne ils ont fait plein de petites fautes, de petites erreurs, etc. Mais tu regardes d'un point de vue externe et tu te dis mais comment tu fais pour arriver à un stade où genre le mec n'a fait aucune erreur de A à Z, tu vois? Ou alors c'est des trucs tout minimes. Là où moi, parfois, j'ai fait des erreurs, mais monumentales, tu vois. J'ai fait des trucs dans ma carrière de youtubeur, je me dis, mais mec, mais t'es fou dans ta tête. Mais en même temps, t'as aussi ce truc où, genre, malheureusement, je suis pas entouré de plein de créateurs. De base, je suis suisse en plus, donc je suis entouré de vaches. C'est super, mais ils m'aident pas beaucoup, ils me donnent pas beaucoup de conseils sur YouTube. Et du coup, je suis un peu seul dans mes démarches et je suis seul à penser. Et c'est plus le cas forcément aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, genre, les gens pour me dire, mec, tu fais de la merde. Il y avait mon père, c'est tout. On est toujours la même personne. Donc c'est compliqué de prendre du recul sur ce que tu fais quand t'es juste dans une bulle où il y a juste personne en fait autour de toi, tu vois. Là où peut-être je pense, peut-être qu'un Inoxtag ou un Squeezie a peut-être toujours été entouré, ou en tout cas a vite été entouré de gens pour lui dire ok là, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses un truc différemment, non, il faut que tu communiques, il faut pas que tu sortes cette vidéo, on va te dire que tu vois, il faut que... Moi j'ai pas eu ça malheureusement, donc j'ai fait des petites erreurs que j'aurais aimé ne pas faire en effet si j'avais eu l'occasion. Après... je veux pas dire que je regrette parce qu'en vrai, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois, je pense. Ça fait aussi partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution, mais il y a quelques trucs où je me dis, j'aurais aimé savoir qu'il fallait pas faire ça, j'aurais aimé prendre un peu plus de recul, voilà, tu vois. En vrai, c'est vrai que cette question, je trouve, elle est un peu bateau. Forcément, en fait, quand tu arrives à un certain niveau d'évolution où tu as atteint ses objectifs, souvent tu t'es cassé la gueule en amont. Ouais. Et donc, forcément, tu vas dire que tu vas pas refaire les choses forcément à 100% pareil. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais après... j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, tu vois. Je pense que si tu te casses pas la gueule, tu n'apprends pas grand-chose non plus, tu vois. C'est ça aussi. Donc, au moins, j'ai réussi sans se casser la gueule au moins une fois, je pense que ça n'existait pas. Au moins, j'ai appris plein de trucs. On m'a mis des coups comme ça pour apprendre. On m'a dit, tu vas apprendre, tu es fou. Mais j'ai fini par apprendre. C'est un peu long des fois, je me dis tout un process dans ma tête, mais il n'y a pas de souci. Du coup, on va passer un petit peu à la deuxième. On a à peu près passé la moitié, je pense. On va revenir un petit peu, du coup, sur la partie thread horreur, parce qu'aujourd'hui, t'en refais un petit peu. Et puis même, si on prend quand même le global de ta chaîne, au final, bien qu'aujourd'hui, sur ta chaîne principale, il y a beaucoup de vidéos date, je pense que sur le global, c'est quand même le thread qui te décrit le plus. Au niveau des threads horreur, donc une production, elle est forcément moins importante qu'une production de date. Pour autant, il y a quand même du taf derrière. À l'instar de la question sur les dates, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment en fait s'exécute un thread horreur de A à Z? Comment c'est mis en place? Comment c'est créé? Bien sûr. En vrai, j'ai la chance pour les threads d'horreur où genre de ma personne, je suis assez fan des histoires d'horreur. Donc ça arrive très souvent où je me dis oh, j'adore cette histoire, je vais la raconter. Là où pour les dates, c'est plus compliqué de se dire oh, j'adore ce date, je vais le raconter, ça n'a aucun sens, tu vois. Là où les threads d'horreur, en vrai, j'ai tout le temps des petites idées. J'ai souvent, par exemple, récemment, on a sorti une vidéo sur 5 histoires autour du McDonald's, 5 histoires sombres qui sont passées dans un centre commercial, 5 histoires sombres qui sont passées dans un Starbucks, tu vois. Et c'est plein de trucs où, genre, l'idée, elle est juste venue de ma tête, tu vois. Genre, j'étais là à un Starbucks et je me suis dit oh, c'est sûr qu'il y a des histoires bizarres qui sont passées dans un Starbucks et ça doit grave intéresser les gens, tu vois. Et donc, le process de création est un petit peu différent qu'une vidéo date. Là où une vidéo date, on est vraiment en train de se dire ok, avec nos gros cigares comme ça, qu'est-ce qui peut fonctionner sur TikTok? C'est vraiment ça. Là, pour une vidéo thread, c'est vraiment genre ok, qu'est-ce qui peut vraiment passionner les gens? En tout cas, c'est à ça que je pense, tu vois, dans l'immédiat. Donc, je pense à l'idée, je l'envoie à une équipe de rédaction parce que je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pas moi qui écris la totalité des threads. La plupart sont écrits, ils sont juste supervisés par moi, mais la plupart sont écrits par une équipe de rédaction qui va rédiger les threads. Et ensuite, ce qu'on appelle les reviews, donc je passe en revue le script, je modifie des trucs, je change un petit peu des formulations pour que ça colle et que ça corresponde à la narration que je fais généralement. Puis je tourne et je l'envoie généralement à des monteurs qui sont des cracks internationaux d'ailleurs, qui
bosse notamment pour ce grand chef. Merci, ça fait plaisir. Donc voilà, d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on a pu relancer il n'y a pas longtemps ces émissions, enfin ces nouveaux threads d'horreur sur ma nouvelle chaîne. Donc gros GG à toi. Parce que globalement je pense que si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent mes threads d'horreur, c'est en partie grâce à toi. Bah écoute, ça fait plaisir. Avec plaisir. Moi je t'ai connu avec ça, donc si j'ai un impact aujourd'hui sur ça, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, cette vidéo podcast sortira normalement à peu près fin novembre, début décembre. Il me semble que tu as ouvert une nouvelle chaîne YouTube en rapport avec pas forcément des threads d'horreur, mais... C'est vrai, ça fait partie des projets qu'on voulait lancer pour cette fin d'année. On lance une toute nouvelle chaîne de documentaires. Voilà, parce que même si j'adore raconter des histoires d'horreur, j'adore par-dessus tout juste raconter des histoires. Pas forcément qu'il y ait besoin d'horreur derrière, mais j'adore narrer des trucs, j'adore raconter des histoires un peu loufoques ou des histoires un peu où tu regardes le truc et tu te dis mais waouh, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Et j'ai toujours envie de faire ça. Je me suis dit en vrai aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me suivent, il y a de plus en plus de gens qui adorent mes threads d'horreur, comme à l'époque d'ailleurs, c'est trop cool. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment idéal pour lancer cette nouvelle chaîne. Donc en effet, il y a une nouvelle chaîne de documentaires qui arrive, ou qui est déjà sortie au moment donné où tu vois cette vidéo. YouTube, c'est un métier qui est, enfin, youtubeur, créateur de contenu, on va dire. C'est un métier qui, pour certains, à juste titre, même des personnes peut-être un peu plus vieilles, c'est encore assez flou. Est-ce que du coup, tu pourrais un petit peu nous décrire, alors j'ai noté une journée type, hein, mais j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, donc peut-être plus... Je sais pas, quelque chose type, un petit peu comment s'organise une journée, une semaine Ouais, carrément, avec plaisir. En vrai, non, ma journée type, elle est plutôt classique. Je vais pas te mentir. Bon, je me réveille à 8h30, c'est un peu tard, un peu court, je sais pas, pour les gens qui voient cette vidéo. Hein. C'est ok, tiens. Je me prends un petit café plutôt tranquille. Généralement, j'ai ce mauvais réflexe d'aller rapidement voir mes messages au lieu de le faire quand j'arrive à mes bureaux. On y travaille. Bref, je prends un petit café, bon petit déjeuner. J'arrive généralement à mes studios aux alentours de 9h30. Et à ce moment-là, ce qui se passe, j'ai cette chance ou non d'être le seul à bosser le matin dans mon équipe. Donc j'arrive seul dans mes bureaux et je suis juste seul avec moi-même à faire ma to-do list du matin qui consiste à faire des tâches entrepreneuriales plutôt classiques. C'est vrai que j'adore ce côté création de contenu, mais j'ai aussi cette part de moi-même où j'aime bien entreprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec l'influence. Donc c'est vrai que ma journée type du matin, pour moi, youtubeur de 2 millions d'abonnés, ça commence par faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le fait d'être youtubeur à 2 millions d'abonnés. Donc j'avance sur mes projets qui sont plus des projets entrepreneuriaux hors YouTube en l'occurrence, jusqu'aux alentours de 11h midi. À ce moment-là, je me penche sur mon activité phare du fait d'être youtubeur. Généralement, dans ces eaux-là, soit je regarde des scripts que les rédactions ont écrits, soit je brief des gens pour qu'ils écrivent des nouveaux scripts, soit je donne des idées, soit je review des montages. Par exemple, review, c'est vraiment genre, je reçois un montage et j'analyse frame par frame, donc moment après moment de la vidéo, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas trop à ce que je fais d'habitude pour envoyer des modifications. Et donc je fais ça souvent pendant 1-2 heures, jusqu'à peut-être 13-14 heures. Et quand j'ai plein d'énergie comme ça, à 13-14 heures, je tourne. Dans la foulée directement. Oui, généralement vers 13-14, je tourne mes vidéos. Alors c'est pas des vidéos pour la chaîne principale, parce qu'évidemment des grosses productions comme ça se tourne pas dans la foulée en pleine journée, mais c'est généralement des vidéos pour ma chaîne de thread notamment, ou alors des TikTok ou peu importe. Enfin bref, 13-14, généralement c'est un créneau qui est réservé pour des tournages, parce que j'ai encore pas mal d'énergie. Après ça, je vais à la salle. Info moyennement intéressante. Et je reviens de la salle vers 15-30, un truc comme ça. Là, je mange, puis je fais les tâches qui sont fun. Par tâche fun, j'entends sortir des vidéos parfois, j'entends faire des calls, j'entends faire des réunions. Un peu tout ce type de tâches où j'ai plus vraiment trop besoin de réfléchir, où c'est un petit peu... c'est des trucs chill que j'aime bien faire. Voilà, en tant fin de journée, quoi, tranquille. Bah, c'est pas vraiment une fin de journée parce qu'il est encore 15-30 et généralement je finis mes journées vers 21h, 22h, un truc comme ça. Mais c'est vraiment toutes des tâches qui genre... où j'ai pas besoin de vraiment me forcer à les faire, tu vois. Typiquement, on fait une réunion créative, j'adore ça, tu vois. Je me pose avec mon équipe et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain comme contenu vidéo, j'adore. Donc c'est que des trucs un peu fun comme ça, où il n'y a pas trop besoin de réflexion, quoi. Ok, et donc c'est un peu ça quand même, un petit peu quand même. Donc t'arrives quand même toi à avoir une journée généralement j'ai quand même cette dynamique-là où je me dis, déjà les tâches chiantes et souvent les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie, je les fais le matin ou en début d'après-midi, suivi par la salle, et après la salle souvent c'est le relâchement, c'est les tâches plus tranquilles, les tâches qui sont un peu plus automatiques et qui demandent un peu moins de réflexion, quoi. T'es quand même bien organisé. Bah on fait ce qu'on peut. Alors là, j'ai besoin de ton imagination. Avec plaisir. T'as fait des threads d'horreur, donc ça devrait aller niveau imagination. Attends. Que font les youtubeurs aux States? Ah non, pardon, c'est pas ça, excuse-moi. Pardon. On va voir ça. Du coup, imagination. Imagine t'as un budget limité, une grosse enveloppe, très grosse enveloppe. Un riche investisseur te dit tape dans mon fric. Ok. Quel concept de vidéo t'aimerais faire? Qu'est-ce qui te ferait kiffer comme concept de vidéo? Il y a 2 trucs possibles. Est-ce que tu resterais sur ce que tu fais mais en upgradant? C'est ce que j'allais dire, 2 trucs possibles, soit on fait, mec, un film d'horreur.
Ça serait fou. Franchement, ça serait une... Mec, j'aimerais trop faire ça. Genre vraiment un film d'horreur où... Donc là, carrément, tu sortirais un petit peu du cadre plus YouTube. Ouais, carrément, mais tu une dirais, vraie production audiovisuelle. On pourrait le publier sur YouTube. Ouais, aussi, oui. Peu importe, tu Carrément. vois, mais une vraie production audiovisuelle, un peu comme... Parce que si t'as vu, mais Squeezie a sorti des courts-métrages d'horreur. Ça fait un moment maintenant, ça fait quelques mois. Ouais. J'ai trouvé ça fou, honnêtement. Même si ça durait que 15 minutes, c'était impressionnant, tu vois, déjà de voir que ça marche autant. Bon, après, c'est Squeezie, tu me diras, mais il y a pas Squeezie dans la vidéo, en fait. C'est ça qui est fou, Oui, tu plus, vois. La vidéo, c'est juste un acteur qui vit des histoires. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Et vraiment, putain, demain, on me propose ça, je saute dedans, tu vois. Réaliser vraiment une fiction d'horreur de genre 40 minutes, 1 heure, ça serait fou. Pour rester un petit peu dans cette thématique de trucs effrayantes. Parce que mine de rien, même si j'adore être devant la caméra, je kiffe aussi réaliser juste des productions, même s'il n'y a pas moi dedans, tu vois, juste réaliser une production, ça me fait trop kiffer, tu vois. Pour rester dans ce domaine de l'horreur, maintenant, tu me dis sur ma chaîne principale, ou peu importe, tu vois, c'est vrai que réaliser une énorme émission Love, ça serait gaulerie aussi, tu vois. Genre vraiment prendre 200 personnes, tu vois. Prendre 200 personnes pour un seul mec, ou une seule fille, tu vois. Et qui est une espèce d'énorme émission où on va à chaque fois dans l'appartement de chacun et on essaie d'explorer vraiment, en fait, de faire une vraie émission Love, mais genre super poussée, tu vois, où chaque profil, c'est genre le profil parfait, enfin bref. Une vraie grosse prod. Une vraie grosse prod. À la limite, il y aurait plusieurs épisodes. Oui, carrément, ouais. Putain, une série, ouais, carrément. Ouais. Ça serait marrant. Et sinon, pas d'autres idées hors ce que tu fais? Il n'y a pas des trucs où tu te dis, c'est vrai que si j'aurais le budget, ou alors pas forcément que le budget, mais aussi la commu, parce que ça joue forcément. En vrai... Est-ce qu'il n'y a pas des concepts où tu te dis, putain, ça me tente très bien? Si, carrément. Si, carrément. Après, le seul truc, c'est que j'ai aussi ce problème, malheureusement, où je me dis, je dois proposer un truc que mes abonnés peuvent potentiellement kiffer, donc c'est compliqué de sortir complètement de ce que je fais, tu vois. Mais si on me donne la possibilité, de sortir complètement de ce que je fais, alors j'ai envie de sortir le blaze de MrBeast, mais je le trouve un petit peu trop cliché parce que t'as la totalité des créateurs français qui disent « Oh, j'aimerais faire des vidéos comme MrBeast, mais je n'ai pas le budget. » Mais globalement, ce serait quand même genre, le mec, il achète une île et il offre à un humain. Et genre, ce concept-là est fou, tu vois. Et demain, on me dit, mec, tu peux acheter des îles et les offrir à des humains. Ah, c'est démesuré. Et je suis en mode, ok, fou. go, tu vois. Et j'aimerais trop pouvoir faire ça un jour, mais c'est presque un peu démesuré. Et là, je t'ai vraiment sorti des trucs où, genre, avec un gros budget, on peut le faire, mais il faut pas 4 millions, tu vois, pour le faire. C'est très US. Est-ce que même ça passerait... Est-ce que ça passerait en France? Je crois que Squeezie, exactement. On a parlé sur un live. Exactement, et il est pas fan de ce que j'ai vu. Il est consommateur, si, mais... pas fan de créer ce genre de... Parce que ça manque d'humain, parce que ça manque d'authenticité, parce que ça manque de vraies réactions authentiques. Et je peux le comprendre, en vrai de vrai. C'est vrai que moi, quand je vois une vidéo de MrBeast, je me dis, c'est bien. Mais comme l'a dit Squeezie, quand tu ressors de la vidéo, quand tu l'as fini, t'as pas appris grand chose. T'as surtout vu du wow, amazing, what the fuck, bro! C'est ça pendant 10 minutes. On fait exploser 4 tanks! Et c'est ça pendant 2 minutes. Après, est-ce que c'est pas un divertissement tout aussi qualitatif? Je pense que oui, tu vois. Et de toute façon, Squeezie l'a abordé, tu vois. Il a pas dit que c'était nul, il a juste dit que c'était différent. C'est vrai que c'est pas le même contenu que lui aimerait proposer. Moi, à titre perso, c'est du full sensationnel, ça me dérange pas sur le principe. Moi j'aime créer du sensationnel, c'est même ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je crée des vidéos sur la chaîne principale, c'est vraiment ok, qu'est-ce qui peut faire réagir les gens, tu vois. Donc demain on me dit j'ai l'occasion d'offrir un tank à un humain, je peux offrir un tank à un humain, moi ça me fait plaisir. C'est ton tank. Donc voilà, mais je comprends en effet le point de Squeezie, que ça manque un peu d'authenticité, ça manque en tout cas c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais ça manque d'humain en fait dans la vidéo. Une question que je me suis posée, parce que t'en fais presque pas, enfin en tout cas avec des gens peut-être que d'autres personnes connaissent moins, des feats. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais peut-être en faire davantage? Alors quand je dis davantage, c'est peut-être avec des personnes peut-être plus reconnaissables pour la plupart. Carrément, en fait, je t'avoue que moi j'adore tourner des vidéos avec des potes déjà de base. Et je suis un mec un peu introverti, ça se voit peut-être pas trop, ou peut-être que si, je sais pas. En vrai, c'est rare que je rencontre genre des nouvelles personnes dans le milieu de l'influence. Comme ça, généralement, je suis avec mon groupe de potes et on est content, tu vois. Du coup, pas hyper fan du concept de hey, salut, tu fais des vues toi aussi? Viens sur ma chaîne, on va faire des vues ensemble. Tu vois, genre je suis plus en mode, quand on tourne une vidéo, on essaie de la tourner avec des potes à moi. S'ils font des vues, enfin s'ils sont connus, c'est trop cool, tu vois, mais généralement j'ai du mal à envoyer un DM et dire hey, tu veux être dans le jury pour qu'on fasse des vues ensemble? Tu vois, genre c'est un peu bizarre. Mais d'un autre côté, genre... Un peu. Exactement, mais après d'un autre côté, je suis pas contre. En vrai de vrai, genre on me propose un truc, moi je suis en mode le feu, bien sûr, let's go, tu vois. C'est juste j'ai du mal de moi-même à proposer et à faire la démarche de
de ça. Et après, je pars aussi du principe que j'essaie de faire en sorte que les concepts qu'on fait sur la chaîne principale ou en général puissent plaire à des gens, peu importe qui est dans la vidéo. Tu vois, j'essaie de faire en sorte que même si c'est mes meilleurs potes qui sont dans la vidéo et qui sont juste inconnus au bataillon, bah que les gens ils passent quand même un bon moment devant, tu vois, même s'ils connaissent pas forcément le profil. Mais en vrai, je suis pas contre. C'est juste que j'ai pas forcément le réflexe de faire cette démarche-là et d'aller DM des gens en général, quoi. Et est-ce que là, comme ça, tu aurais peut-être quelques noms de personnes connues ou pas, mais en tout cas avec qui tu aimerais bien éventuellement, si un jour ça se présente de quelque manière soit-il, faire un feat? Bah en vrai oui, mais j'ai envie de te dire la totalité du YouTube qui est français, tu vois, c'est- genre c'est j'ai totalement pas une bonne réponse. de grosses préférences, genre je suis pas archi fan de quelqu'un en particulier, tu vois, mais genre en vrai, alors petite anecdote un peu marrante, il y a un mec que j'adore sur YouTube et que lui je sais pas ce qu'il pense de moi, mais ça me fait assez rire parce que la seule interaction que j'ai eue avec lui c'était une interaction genre catastrophique, c'est Mastu, j'adore ce mec, voilà, si tu tombes là-dessus, j'adore ce que tu fais. Mais la seule interaction que j'ai eue avec lui, on était à Webedia, et je sais même pas si... je pense qu'il a oublié de cette anecdote, je pense qu'il croise tellement de gens que genre, il a certainement dû zapper cette info. On était à Webedia, moi j'étais au 5e étage, donc c'est un peu l'étage où il y a plein de commerciaux, il y a pas mal de monde qui court un peu dans les couloirs partout. J'ai vu Mastu au loin, et genre, il y a genre, je pense, 100 mètres qui nous séparent, tu vois, entre le couloir de Webedia. C'est le long couloir bien connu de Webedia, où genre il y avait le studio de McFly Carito à l'époque et tout, tu vois. Et donc je le vois comme ça au bout du couloir, à côté des ascenseurs. Moi je me dis, il me connaît pas, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, genre, en vrai j'avais genre 1 million d'abonnés, mais genre j'étais pas... En vrai la plupart des créateurs mainstream me connaissaient pas vraiment, tu vois. Moi je me dis, il me connaît pas. Je vois, il se retourne, et genre il entame un... Ah pour me dire bonjour. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment dans ma tête, je suis en mode, ce mec ne me connaît pas. Donc il n'y a aucun monde où il peut me dire bonjour. Bonjour à quelqu'un d'autre. Donc juste, je marche comme ça, je vois qu'il entame le fait de me dire bonjour. Je vois que là, il fait « Hey Ouah !» Un espèce de Noah, tu vois, mon nom ressemble à un Ouah. Donc je me dis, peut-être qu'il m'appelle. Mais dans ma tête, encore une fois, j'ai pas conceptualisé le fait qu'il me connaisse. Donc juste, je marche et je me barre. Donc t'as mis un vent en Mastu. J'ai mis un vent en Mastu sans faire exprès. Si tu vois cette vidéo, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, juste, j'ai réalisé, genre, vraiment, dis-toi, je me suis barré, genre, j'ai changé de couloir comme ça, je suis arrivé au bout du couloir, j'ai fait, mais si, c'est horrible. si ça se trouve, il m'a dit bonjour en fait, genre, et je l'ai juste mis un méga vent. Et genre, ce qui est encore plus horrible, c'est que je pense qu'il a vu que je l'ai vu et qu'on s'est vu, Bah, et que forcément. juste, il pense que volontairement, j'ai tourné à droite, alors que juste dans la tête, j'étais en mode, non, il me connaît pas, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, genre, j'ai fait demi-tour, j'ai couru au bout du couloir, j'ai fait, et il était plus là. Il était plus là. Et c'est la seule interaction que j'ai eue avec Mastu. Oh non. Voilà. C'est faux. En vrai, il y en a eu une deuxième, Avant toujours avec Mastu. Je Avant sais pas ça de... Non, il y en a eu une deuxième après ça. Après ça? Il est venu une fois, on avait un studio, à un autre endroit où on tournait des vidéos de temps en temps. Il est venu dans ce studio. J'étais pas là. La seule chose qu'il a vue de moi, c'est une énorme merde dans les toilettes, mec. Les toilettes étaient bouchées. Il y c'est avait vrai, une énorme merde comme ça dedans. Et c'est la seule image qu'il a de mon studio. C'était pas moi, ok? C'était juste un invité, il est venu, il a lâché énorme merde, il a bouché les toilettes. Ah ouais, je suis dans ce studio-là? Non, c'est dans un autre studio où on tournait. J'étais pas là non plus, donc j'espère qu'il a une très bonne image de moi en tout cas. Donc les deux souvenirs de Mastu, Après, c'est je ça. pense qu'il a oublié, je vais pas te mentir. Mais voilà, mais en vrai, non, j'ai pas genre un nom comme ça en particulier. Juste, il y a plein de créateurs que genre je kiffe de ouf, tu vois. Genre Michou et Inoxtag, tu vois, c'est deux exemples random. Mais je me souviens qu'on avait fait d'autres trucs, on était avec Webedia, mais c'était des crèmes, vraiment trop gentils humainement. C'était des mecs genre trop cool. Donc ça me ferait trop kiffer de refaire un truc avec une fois, tu vois. Mais c'est vraiment genre. Je pense pas que je ferais de moi-même la démarche genre, hey, salut! Fais des vues. Tu vois, On les cumule et tu vois, on fait un genre. truc. Non, ouais, je comprends mais totalement. Bah, très intéressant. Comment tu gères toi un petit peu? Alors peut-être qu'aujourd'hui tu arrives à prendre beaucoup plus de recul qu'à l'époque. Je sais qu'en général c'est surtout sur les débuts. Comment tu arrives toi à gérer un petit peu la pression des chiffres, que ça soit au niveau statistique ou au niveau financier? Est-ce que déjà tu y arrives? Et si oui, est-ce que comment tu fais un petit peu? En vrai, alors je t'avoue, j'ai fait un burn-out à cause de ça. Typiquement, du coup, il y a quelques années. Côté stats financières ou stats Stats viewers. Stats viewers. Financièrement, heureusement, ça va. Ça va bien. Mais plus en termes de stats viewers, tu vois. Là, ça va. J'arrive un peu à me détacher de ça, mais j'ai encore du mal, hein, pour être honnête avec toi. Enfin, vraiment, je pense que je te mentirais si je te dirais que là, je peux sortir une vidéo et passer une soirée tranquille, tu vois. Il n'y a aucun monde. Encore sur la chaîne secondaire ou sur les autres chaînes qu'on peut avoir, ça va, tu vois. Sur ma chaîne principale, quand il y a genre 6 000 € en jeu pour une vidéo, mec, je sors la vidéo, je suis comme ça, pendant 2 heures. Plus Et il y a une ensuite- OP dessus. Exactement, et si elle fait un mauvais score, genre j'ai la boule au ventre toute la soirée, tu vois. Donc non, j'ai encore beaucoup de mal, honnêtement, j'ai encore beaucoup de mal, pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. Du coup, quoi. c'est un travail que tu fais encore aujourd'hui. Bah on essaye, ouais, on essaye, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de remède, peut-être que s'il y en a... Peut-être que s'il y a ça des n'arrivera conseils dans les jamais. commentaires, peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que je vais me Peut-être c'est une suicider pression. à cause de ça. C'est pas le but non plus. De ton point de vue, qu'est-ce que selon toi, enfin qu'est-ce qui est une bonne vidéo selon toi, de ton point de vue? Que les gens la regardent jusqu'au bout. Peu importe le contenu, c'est pour toi, c'est ça. Non, j'extrapole. En vrai, faut qu'une... mec, je sais pas, c'est une bonne question. Faut que la vidéo,
Est-ce que c'est Je le pense message? que pour moi, Est-ce une que bonne c'est la vidéo, c'est prod? genre, tu regardes la vidéo, tu la termines et tu te dis, oh, ok. Pas forcément j'ai appris un truc, tu vois, parce que tu peux regarder des vidéos et n'avoir rien appris, mais juste passer un bon moment. Pas forcément rigoler, tu vois, mais c'est genre, oh, Tu passes un bon moment. j'ai passé un moment, tu vois. J'ai eu une réaction. Toujours dans la bienveillance, tu vois. Il faut pas que tu termines la vidéo et tu te dises, oh, ce mec, c'est vraiment un connard. Bah, je suis pas fan, tu vois. Il faut que généralement, tu termines la vidéo et tu es en mode, oh, mais un truc, tu termines le truc et t'es pas indifférent, tu vois. Donc en Pour fait, moi, je pense que ça, c'est une bonne vidéo. Après, une vidéo qui parle d'un sujet qui est hyper, genre, qui est hyper intéressant, mais qui est pas drôle du tout, c'est aussi une bonne vidéo, tu vois. ouais, donc en fait, T'as fait oh, mais t'as pas fait oh, c'est drôle. donc pour toi, ce serait générer une émotion. C'est générer une Peu- émotion peu en fait. importe Pour moi. laquelle. Je pense que si t'es indifférent à la fin d'une vidéo, pour moi, c'est une mauvaise vidéo, tu vois. C'est un truc que tu te dis, mais pourquoi je viens de passer 20 minutes, tu vois, si c'est pour t'apporter absolument rien, tu vois. Pour moi, il y a pas de grosse mauvaise vidéo, tu vois. Une vidéo qui a aucune prod, c'est aussi une très bonne vidéo. Une vidéo où tu prends une caméra et tu filmes et tu fais hey, salut les amis et tu racontes un truc cool, c'est cool aussi. Bah, si elle rencontre le public qu'elle cherche, Tu vois, bien ça sûr. reste une bonne vidéo. Bien sûr. Donc ouais, non, totalement d'accord. Alors j'ai mis YouTube, mais globalement, si toutes les plateformes de création que tu utilises aujourd'hui venaient à disparaître Ouais, soudainement de je ne sais quelle manière, que penses-tu que tu ferais? Bah, je pense que je développerai d'autres activités entrepreneuriales, je pense. Tout en restant un petit peu sur le domaine Bah, audiovisuel si ou... le domaine audiovisuel dans ton monde Oui. existe encore, oui. En effet. Mais c'est un monde où je sais pas ce qui existe, ce qui n'existe pas. Si le domaine audiovisuel existe encore, sinon je partirais dans d'autres domaines dans ce style. Tu vois, je pense que je monterais une boîte, je sais pas, de design, de Tu resterais création sur le côté artistique. entrepreneurial, quoi. Oui, oui, carrément, oui. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, tu vois, c'est ce qui me fait me lever le matin, honnêtement. C'est ce côté un peu entrepreneurial de pouvoir me dire, ok, ben là, demain, j'ai envie de mettre en place ce projet, j'ai envie de chapeauter tel rêve et j'ai envie de le réaliser. Je voulais te reposer une question qu'on a pris tout à l'heure, je voulais un petit peu plus l'aborder en détail. La question, selon toi, être un créateur de contenu veut automatiquement dire qu'on est également entrepreneur? Tout à l'heure, tu as dit non. Est-ce que tu peux un petit peu plus argumenter sur cette question? En vrai, c'est une très bonne question, mais je pense pas, tu vois. Je pense que tu as plein de créateurs qui sont juste des artistes, à proprement parler, tu vois, qui vraiment... et qui n'ont pas forcément ce côté entrepreneurial derrière, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui, lorsqu'ils pensent à créer du contenu, ils pensent à créer une réalisation artistique belle, tu vois. Et c'est super respectable et c'est trop bien, tu vois. Là où d'autres créateurs, peut-être, sont plus en mode... Qu'est-ce que demande le marché, et qui ont vraiment plus une analyse graphique, tu vois, Plus business. exactement de leur création. Là où d'autres créateurs sont juste des artistes. Et c'est tout aussi bien que d'être entrepreneur, bien sûr. Même, je peux aborder plein de TikTokers, tu vois, qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui, eux, réalisent plein de vidéos sur TikTok. Et c'est plus des kiffs que vraiment, je pense, gérer une auto-entreprise ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est plus ça que je disais quand je disais que non, je pense pas que n'importe quel créateur est entrepreneur ou auto-entrepreneur derrière. Ouais, pour toi, c'est vraiment une vision, être entrepreneur, et tu l'es pas forcément d'office quand tu es créateur. Je pense pas. Après, je pense qu'il y a plein de gros créateurs qui l'ont. Tu vois, je pense, en vrai, j'en sais rien, mais je pense peut-être à Amixem, tu vois, où j'ai l'impression que dans sa façon de parler, lorsqu'il parle en interview, des trucs comme ça, tu te dis, ok, le mec a une vraie vision, tu vois, le mec a vraiment complètement structuré sa boîte, il a vraiment pensé le truc de A à Z pour une vision entrepreneuriale. Là aussi, tu penses peut-être à d'autres créateurs, j'aurais pas de nom comme ça là de tête, mais tu les vois et tu te dis, ah ok, c'est des très belles réalisations, mais il n'y a pas forcément derrière de vision entrepreneuriale, tu vois. Bah écoute, on arrive à la fin, j'ai juste une dernière question, c'est la question un peu bateau. Quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le domaine dans lequel tu es toi aujourd'hui? Sachant que c'est plus la même chose que quand toi tu t'es lancé à l'époque, j'imagine. C'est vrai. Putain, attends, je vais réfléchir. Parce que j'ai pas envie de dire de la merde, en vrai, c'est une bonne question, mais... Peut-être les erreurs à pas ça va faire peut-être ou les... ça va paraître un peu sectaire, ce que je vais dire, mais je pense que quand tu vas commencer sur les réseaux, quand tu vas vraiment commencer, pas quand tu vas commencer à poster d'autres trucs par-ci par-là parce que ça te fait gaulerie, quand tu vas vraiment commencer sur les réseaux et te dire, ok, là tous les soirs de 19h à 22h, je m'occupe de mes réseaux, tu vois, je vais travailler. Tu vas de toute façon faire des sacrifices, tu vois. Je pense que à partir du moment où tu te mets dans ce mindset de, ok, je veux réussir sur les réseaux, tu fais des sacrifices, tu te dis, ok, là je sacrifie la plupart de mes soirées pour me consacrer à mon rêve de devenir, tu vois, je sais pas moi, youtubeur ou tiktoker ou j'en sais rien. Et de toute façon, en faisant ces sacrifices-là, il y aura des frustrations. Il y a ton entourage qui va te dire, mec, on jouait là d'habitude, de 19h à 22h. Ou alors, il y a tes potes qui vont dire, mec, on va en boîte là, de 19h à 22h d'habitude. Pourquoi tu t'occupes de tes réseaux? Ta meuf ou... Exactement, ou tu vois. Et je pense que le premier réflexe, c'est toujours de se braquer et de se dire, ah, peut-être que ce que je fais, c'est pas la bonne chose. Alors que ce qu'on devrait faire, je pense, et même moi, c'est ce que j'ai fait du coup à l'époque, c'est vraiment, je me suis dit, plus tard, ces gens-là, ils reviendront vers toi, tu vois, ils te diront « Ah mec, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée d'aller en boîte à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire comme toi, tu vois. » Et je pense que si je peux donner un conseil, c'est vraiment, mais tu t'en bats les couilles.
tu t'en bats les couilles de la vie des gens. S'écouter soi-même, quoi. Exactement, mais après c'est hyper bateau ce que je te dis, mais tout le monde va te dire, mec, c'est nul ce que tu fais, tu vois. Ou alors ils vont dire, ah c'est bien les 2 premiers jours, puis après quand ils vont voir que tu ne participes plus à leur soirée, ils vont dire, bon c'est bien, mais viens quand même, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que on s'en fout. On s'en fout et quitte à perdre quelques potes, ils reviendront plus tard au pire. Hein. Ouais, Honnêtement, ils reviendront peut-être plus tard, j'en sais rien, mais si tu veux vraiment accomplir ce que tu veux, il faut faire des sacrifices, il faut se dire, ok, là je mets peut-être de côté un peu ma vie sociale, peut-être, pour me consacrer vraiment à ce que je veux faire et il faut pas avoir peur, faut pas se dire, bah, peut-être que je vais me retrouver seul, oui, tu vas te retrouver seul peut-être, mais c'est un risque à prendre, tu vois, je pense. Donc bah, c'est peut-être le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas forcément se focus sur la vie des gens autour de toi qui vont te dire que c'est pas forcément la bonne chose que tu fais. Peut-être que parfois il y a certains moments où la seule personne qui sait vraiment si c'est la bonne chose à faire ou pas, ben, c'est toi-même, tu vois. Je pense pas forcément que d'autres gens qui ont une vue complètement externe de ta vie peuvent te dire là tu fais un truc mauvais ou tu fais un truc bien, tu vois. Après c'est propre à chacun, évidemment, si tu as tout ton entourage qui te dit mec, ce que tu fais c'est pas bien, pose-toi quand même une question, tu vois, à un moment donné, vas-y pas à la bonne, tu vois, mais faut trouver un juste milieu entre les deux, je pense. Bah écoute, c'est super comme réponse. Bah on arrive à la fin, je sais pas si éventuellement tu veux rajouter un truc, dire un dernier truc, mais sinon on arrive au bout. Bah écoute, non, merci de m'avoir accueilli. Avec grand sinon, plaisir. Non, j'ai rien de particulier à dire pour moi, c'était super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère Avec que ça t'a plaisir. quand même bien plu. Bah c'était super. Même si vous le verrez peut-être pas vous, mais il y a eu pas mal de petites galères au niveau du c'est la tournage, famille, etc. y a pas de souci. Tes réseaux, après je pense que c'est pas moi qui va faire la promotion de tes réseaux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, normalement peut-être à ce moment-là une 3e chaîne qui sera ouverte. En effet, pourquoi pas. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve prochainement pour un autre podcast. Tchuss!